Je peux vous dire que la prison m'a fait du bien. C'est assez masochiste de dire ça, mais il fallait que j'aille en prison. Révélation. Le général Douala me dit, tu vas être tué dans quelques minutes parce que on a demandé de ne pas te ramener vivant. Dénonciation. Les gens vont s'étonner ici que le président Biya ait des amis français parce qu'il sait que les Français ou les étrangers vont de temps en temps lui donner la réalité de l'information. Information. Vous avez, avec le phénomène actuel de Boko Haram, le Nord quand même qui va subir un impact. Je veux dire qu'en juin, on va lancer les examens au Nord Cameroun alors qu'il n'y aura pas eu d'enseignement. On fait comment? Entretien, c'est tous les jeudis à partir de 22 h sur STV. STV, your TV. Voilà monsieur, bonsoir, merci à nouveau d'être assez nombreux pour regarder cette autre édition de Entretien. À son égard, beaucoup de choses sont dites. Sur les réseaux sociaux, il compte parmi ceux qui pulvérisent tous les records de soutien et de médisance depuis qu'il a annoncé sa détermination à mobiliser 11 millions de jeunes Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales en vue des échéances de 2018. Bon parleur, sans doute intelligent, apparemment de conditions modestes, visiblement accessibles, manifestement humble et simple, n'allez surtout pas croire que c'est un enfant de cœur. Oui, il peut être téméraire et incisif, souvent même provocateur. Toute chose qui fait aussi de lui la coqueluche des jeunes. Très populaire, son discours, à défaut d'être suivi, paraît néanmoins écouté. Quand il parle, on l'écoute effectivement. Mais alors qu'il se cache derrière cette description, j'ai failli dire angélique. Oui, qui est-il vraiment ? Certains disent de lui qu'il est un suppôt du pouvoir en mission d'infiltration pour déstabiliser l'opposition en vue de la victoire de Paul Biya et son parti lors des échéances de 2018. Ce soir, nous tenterons de briser ce verre d'acier en interrogeant son passé pour mieux comprendre son action actuelle et envisager son avenir. Mais qui est donc Cabral Liby? Le peu que je sache à l'instant, c'est que ce monsieur est dans ce studio et installé dans le mythique fauteuil rouge. Bonsoir Cabral. Bonsoir Dipita et bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Vous venez de Yaoundé, merci vraiment de nous accorder ce moment. J'ai failli de plaisir, mais d'échange et davantage pour mieux comprendre qui est Cabral Liby. Mais écoutez, vous me rendez célèbre, c'est une très grande émission, vous l'avez dit vous-même, le fauteuil est mythique, donc quand je m'y assieds, forcément ma côte grimpe. En d'autres circonstances, on serait tutoyé au regard des rapports très sympathiques qu'on entretient. Évidemment, compte tenu des codes et par respect pour nos téléspectateurs, on va faire comme actuellement. En général, l'exercice consiste, dans sa première partie, la quinzaine, vingtaine de minutes, à découvrir l'invité qui se raconte, comprendre un peu, je vais dire, la sociologie de l'homme. Qui est Cabral Liby? Où est-il né? Où va-t-il aller? Où a-t-il commencé ses études? Dans quel environnement? Ses études primaires, secondaires et ensuite le reste. Alors, Cabral Liby, c'est un Camerounais de la région du Centre, département de Nyon-et-Kélé, arrondissement des Eka. Si vous voulez, je vous donne le village aussi, Maomi. Je suis du clan Longonde. C'est le même clan d'ailleurs que Ruben Oumniobe, parce que les Longondes, on les trouve à Maomi, Sombadjek, d'où je viens, à Boumiebel également, dont nous sommes cousins, du côté de Botmakak également. En fait, on est disséminés un peu partout, en région Bassa. Je suis né de parents Bassa, M. Ngenge Paul, à qui je dis bonsoir. Certains doivent le savoir, il est dans une situation un peu compliquée en ce moment, il est malade. Il était, puisqu'il est à retraite maintenant, enseignant de français, professeur de lycée, comme on appelle maintenant. Lui-même
issu d'une famille plutôt modeste. Il était le 7e d'une fratrie, le dernier. Son frère aîné fut UPCiste, maquisard même, douanier dans les années 30. Il a quitté la douane, il est entré dans le maquis, il en est ressorti dans les conditions que tout le monde connaît. Il a fini sa vie dans le dénuement qui était un peu la chute propre à tout ce qui était là où il flottait avec le maquis. Oui. Donc c'était une famille. En fait, on a même un nom. Le nom même qu'on nous avait donné au village, c'était Longo, c'est-à-dire la famille des pauvres. Mon père m'a toujours raconté que il a fait ses études dans une maison où, quand la pluie commençait, c'était fini. Il n'y a pas de différence avec ceux qui sont à l'extérieur. Oui, ce qui fait d'ailleurs que dès qu'il a eu son premier appel à l'école normale, m'a-t-il dit, il a construit sa première maison. Notamment, il a acheté des tôles pour enfin habiter dans une maison en tôle. Lui-même, son parcours était quelqu'un de plutôt chanceux. Bon, il a été récupéré en bas âge parce que son père est décédé. Il avait lui-même... je commence par mon père, vous comprendrez mieux, parce que ses origines-là, c'est toujours important. Il n'avait que 4 ans ou 3, donc il a grandi dans la difficulté et puis récupéré par les missionnaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Ma maman, elle est de Makak, plus précisément en Beng, du côté de Télé. C'est en fait... je suis né là-bas d'ailleurs, justement, à la faveur d'un séjour qu'elle passait au village. Je suis né, ou alors nous sommes nés parce que je suis jumeau. Ah, d'accord. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Également, peut-être que c'est une révélation pour aujourd'hui. Mais jumeau, là, 2 gouttes d'eau, je veux dire que votre frère serait là, que j'aurais confondu. Non, je suis faux jumeau. En fait. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est rassurant. Elle n'est plus de ce monde. C'est rassurant dans les circonstances actuelles. Elle n'est plus de ce monde, c'était une jumelle. Ah, d'accord. Mais je suis né le premier. Nous sommes d'ailleurs nés en route. En fait, on est né un peu plus tôt que prévu. Donc, on est né sous un arbre que je suis d'ailleurs allé voir. L'arbre existe toujours à Ekwamaen, on dit Kolmelen, parce que je vous ai dit, c'est un village qui est à mi-chemin entre les Bassa et les Ewondo. Donc, nous sommes nés là, et puis on nous a jetés dans une cuvette, et puis nous a emmenés à l'hôpital. J'ai été très maladif dans ma jeunesse. Mon père me disait toujours que c'est là que j'avais piqué la graine du palu. Donc, de toute façon, ma maman est couturière. Elle a fait des études de couture jusqu'à faire ses premiers enfants. Elle a dû les arrêter et puis elle a continué. C'était jusqu'en 3e année, je crois. Donc, elle n'avait pas pu achever le cap. C'est ça. Donc, elle a été couturière. Elle l'est d'ailleurs toujours à Ezeka. Donc, voilà d'où je viens. Bon, moi, je fais des études, je ne sais pas si je peux retracer ça très rapidement. Jardin et cils à Makak. Papa y travaillait. Cours préparatoire à Bacham. Papa y avait été affecté. Bacham, c'est à l'ouest, Cameroun. Bacham, c'est à l'ouest. Cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, à l'école catholique d'Akon, San Melima. D'ailleurs, cours moyen 1 jusqu'au cours moyen 1. Et là, vous commencez à flotter avec la religion également. Oui, si vous voulez. De toute façon, si vous êtes dans une école catholique, c'est clair. Vous priez 3 fois par jour. Cours moyen de l'école des souris, c'est toujours à Akon, à San Melima. Puis 6e, CS bilingue de San Melima. En fait, le séjour de San Melima, parce que papa avait été affecté à San Melima, il a été le tout premier directeur du CES bilingue de San Melima. C'est Aïtounou Linga, devenu aujourd'hui un grand lycée bilingue. Puis de là, quand le lycée a été, le CS a été transformé en lycée, il a été proviseur pendant 1 an, et puis on l'a renvoyé, créé un autre CES, c'était à Nyanon. Nyanon, on a dû, je me souviens, ce jour-là, acheter la carte pour trouver Nyanon. C'est dans la Sanaga maritime. Et c'est comme ça qu'il est parti là-bas, créé à nouveau. On ne pouvait pas aller là-bas parce que c'était vraiment reculé. Je me souviens d'ailleurs qu'il nous raconte que le premier jour où il est allé, la voiture n'y arrivait pas. Donc, il a dû faire les 10 derniers kilomètres avec sa valise sur la tête. Donc, il a dû nous laisser à Boutmakak, qui est non loin, en fait, sur la route qui va vers Nyanon. Et j'y ai donc... dernière localité... Pas vraiment la dernière. Il faut dire habitable.
Non, pas relativement d'accord. Non, mais disons quand même, oui, faites un arrondissement parce qu'après c'est des villages, Ntoulin, vous un bébé, vous traversez la Sanaga. Donc j'y ai fait donc mes études 5e, 4e, 3e. Et après le BPC, il nous a ramenés à Ezeka. Bon, de toute façon, sa carrière allait déjà, il avait abordé la dernière ligne droite de sa carrière. Il a estimé qu'il était bien que nous revenions vers le village. Donc nous sommes revenus à Ezeka où j'ai fait seconde, première, terminale. Et après mon bac, je l'ai eu à 18 ans. Je suis allé à l'université de Yaoundé 2 pour faire mes études de droit. Ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. D'abord droit privé jusqu'en 3e année, puis je ne me suis pas senti dans le droit privé, je suis revenu en droit public, et puis aujourd'hui je suis titulaire de ce qu'on appelait maintenant c'est Master 2, mais jusqu'à ce que je soutienne, ça s'appelait encore DEA, Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire. J'ai fait mon mémoire sur la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance et le principe de souveraineté. Et puis, par la suite, j'ai été pris en thèse. Je travaille sur la sécurité alimentaire mondiale, toujours en droit international. Je suis dirigé par, c'est peut-être une histoire qui est intéressante. Bon, je sais que ça va le déranger. Il n'aime pas trop que je donne son nom, c'est quelqu'un de plutôt discret. Le professeur, excuse-moi, professeur, c'est le professeur Gérard Martin Pekassandam, qui est mon directeur de thèse. Et pourquoi je raconte l'histoire? Parce que tout petit, papa nous racontait toujours qu'à Fumban, parce qu'il avait travaillé à Fumban aussi, avant Macaque. D'ailleurs, pas seulement à Bazou aussi. Il s'est beaucoup baladé dans le Cameroun. Il a fait plusieurs postes, plus de 10 postes durant sa carrière. Et vous avec? Et nous avec. Vous avez une connaissance de l'arrière-pays? Oui, oui, un peu. Mais je me rappelle bien à partir de Macaque, parce que là j'ai 4-5 ans. Bon, avant j'étais tout petit, je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'était Fumban. Et il nous disait toujours, quand on grandissait, que je me souviens, j'avais eu un élève à Fumban qui était très bon élève, mais très arrogant. Et je me souviens avoir écrit sur son bulletin « Allure petit bourgeois ». Donc, c'est une histoire qu'il nous racontait souvent le soir ou rien. C'était pas vous? Non. Ah, d'accord. Suivez bien. Ok. Il nous raconte l'histoire. Absolument. D'un élève, sur le bulletin de qui il avait écrit Allure petit bourgeois. Et plus tard, nous faisons asseoir la rencontre du professeur Pekassandam, qui nous éblouit et nous impressionne comme jeune enseignant, très sérieux, très rigoureux. Et nous sommes rapprochés de lui, on y reviendra tout à l'heure, au moment où on était, bon d'abord c'était notre enseignant, et puis on était un peu frondeur et on faisait une étude, c'était en 2005-2006, je ne sais plus très bien, sur comment réduire les droits universitaires. Il nous avait donné une très bonne idée, une très bonne piste de réflexion dans ce sens-là. Et pendant que nous travaillions un jour, il nous dit, ah ben tiens, vous êtes Bassa, j'ai eu un très bon enseignant à Fumban qui avait écrit sur mon bulletin Allure petit bourgeois. Et j'ai toujours eu envie de le rencontrer parce qu'il m'a marqué, c'était un très bon enseignant de français. Je lui ai dit, mais tiens prof, mon père m'a toujours dit qu'il avait écrit sur le bulletin de ses élèves Allure petit bourgeois. Il me dit, mais comment il s'appelle votre père? Je lui dis, Nguyen Paul. Il me dit, mais tiens, c'est de lui que je parle. Et donc du coup vous êtes entre de bonnes mains? Oui, ce qui fait que plus tard, ils se sont retrouvés. C'était très émouvant d'ailleurs de voir l'enseignant et son élève se retrouver. Donc j'ai juste raconté l'histoire. Donc c'est un peu... Je présume que ce que votre père lui a donné, vous le rend assez bien. Oui, j'ai la chance d'être dirigé par un brillant enseignant qui, au-delà du droit, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, j'aurais dû... Vous voyez, en réalité, mais bon, on est assez... au-delà de l'enseignant, c'est un grand frère. Et au-delà de lui-même, sa famille est une seconde famille pour moi aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Alors, votre passage à l'université, notamment, quel genre d'étudiant êtes-vous? Réservé? Engagé? Vous prenez part à la vie estudiantine? Comment ça se passe? Alors, c'est très intéressant. J'ai été, dit-on, bon élève. D'ailleurs, jusqu'à l'UST, je n'ai pas repris de classe. Je crois que c'est un indicateur quand on est bon élève. Mais bon.
Et j'arrive à l'université, je fais la rencontre d'un monde incroyablement dévastateur. C'est-à-dire? Quand nous, on allait à Soa à l'époque, c'était compliqué. Quand vous sortez des écarts, c'était compliqué. La route était toute petite. Il fallait aller au cours, réserver la place à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Alors, vous voyez un individu comme moi, si jeune, qui sort des écarts, je ne suis pas physiquement fort. C'était très compliqué. Et puis le suivi lui-même était très compliqué. Ce qui fait que, dès la première année, j'échoue. J'échoue. Ce qui ne m'était jamais arrivé, je deviens complètement fou. Et comment d'ailleurs? À l'époque, il y avait encore les UV. Il en fallait 7 pour passer en deuxième année. J'en avais eu 6. Et comment? Parce qu'en session de rattrapage, je viens composer. Et l'enseignant que je trouve à l'époque, il est chargé de cours et qui est le chef de salle, ne me laisse pas entrer parce que j'ai oublié ma carte d'identité. C'est comme ça que je rate cette 7e matière qui aurait pu... Et c'était une matière d'ailleurs assez abordable pour moi. Enfin, je l'avais bien préparée. Cet enseignant-là, je ne l'ai jamais oublié. Il est d'ailleurs devenu aujourd'hui un grand frère. En fait, c'est presque un père. Et puis son fils, qui est déjà enseignant d'université également aujourd'hui, d'ailleurs qui a été dirigé par le professeur Pekassa, est un ami. Et je repars. À l'époque, j'habitais Yaoundé et Kounou. Je repars à Ekounou chercher la carte. Quand je reviens, évidemment, on me dit, mes chers amis, vous êtes un peu fous. Le retard académique est consommé, vous ne pouvez plus composer. Et c'est comme ça que je rate. C'était la dernière épreuve. Et puis, j'échoue à 6 matières. Je suis complètement déstabilisé. Mais c'est là que je commence à avoir une idée bizarre de l'université. Je me dis, mais tiens, j'ai toujours pensé que j'avais la ressource pour bien faire des études. Et puis, ce droit que j'apprends ici n'est pas aussi compliqué que ça. Mais comment ça se fait? On compose, parfois tu as le sentiment d'avoir bien écrit. Et non. Bon, encore qu'à l'époque, le suivi était catastrophique, il n'y avait pas les TD comme aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de suivi, il y avait trop de monde, trop de problèmes. Et puis, c'est là que la fronde commence véritablement à se développer en moi. Mais je suis un étudiant plutôt calme, plutôt vraiment, j'ai envie de dire, passif, anonyme dans la masse. Et puis, quand j'échoue, je vais vous dire la vérité, l'année qui suit, je suis complètement déboussolé, je ne veux même pas aller à l'école. Mon père va me donner l'argent, je ne vais pas payer. Parce qu'à un moment, je ne veux même plus faire des études au Cameroun, donc je ne veux même plus rien. Vous avez posé il y a du temps, les jeunes qui veulent absolument partir. Oui, à un moment, je me dis peut-être que je ne suis pas fait pour ici, il faut que j'aille ailleurs. Mon père, s'en étant donc rendu compte plus tard, décide de me faire partir de Yaoundé où j'habitais, pour me loger à Soa. Et je retrouve donc un camarade des ECA, Joseph Raoul Makondo, je peux citer son nom ici, il est d'ailleurs un collègue aujourd'hui à Soa également, de vieux et très bons amis, et qui lui est très présent dans le mouvement associatif. Quand je reviens à Yaoundé 2, je joue mon Scrabble, quand je reviens à Soa, bon, je suis un très bon joueur de Scrabble, mais je ne suis pas trop dans le mouvement associatif. Et puis, on se retrouve à Soa. Lui, il a créé le club littérature. Il a même réussi à avoir 2 épis au ce qu'on appelait à l'époque le Festival des Arts de la Culture, Festival universel des Arts de la Culture. Ce qui va même impressionner beaucoup de monde pour quelqu'un qui fait des études de droit, qui réussit à remporter 2 épis en poésie et en théâtre face aux universités littéraires. Donc, il avait créé un féru de poésie. Il avait créé donc le club littérature. Et puis, lui, il était dans ce qu'on appelait à l'époque, en fait, ça m'échappe. Il y avait un organisme qu'on avait créé à l'époque qui regroupait les délégués d'étudiants. Et puis, lui, il est très engagé là-dedans. Le Forum national de la jeunesse? Non, ça va me revenir. En fait, avec les cas Somba et les autres, ça va me revenir. Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe. D'accord. Et un jour, il me dit, mais écoute, Cabral, au lycée, tu étais rédacteur du club journal et tout. Depuis là, tu es ici. Il faut être dans le mouvement associatif. Tu vas y trouver ta place. Je lui dis, écoute, Raoul, vraiment, je sais pas. Il me dit, non, il faut venir. Et je deviens membre d'abord de son club, le club culturel, le club littérature. Je deviens membre de son club.
Et puis, par la suite, je prends goût au mouvement associatif. Et puis, il y a des élections de l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Il me dit, ben, écoute, battons campagne, il y a un candidat à Lyon, nous derrière. Et puis, le candidat gagne. Et je suis chargé des affaires culturelles, d'ailleurs, dans ce bureau-là. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, plus tard, fort de ce statut de délégué d'étudiant, de là à devenir frondeur maintenant pour porter des revendications et avec un pas. Et c'est comme ça que tout est parti. Et justement, c'est une période une période d'ébullition à l'université, une période où les revendications étaient assez fortes, portées au plus haut par des étudiants. Alors, la période véritablement de déclenchement, parce qu'il y a eu une très grande fronde à l'université autour des années 90, au début des années 90. 92, 93, absolument. Et même quand il y a eu éclatement, les étudiants, parce que déjà, en Guayaquil, on disait que c'était des juristes qui étaient généralement à la tête des frondes. Donc, quand on les ramène à soi, eh ben, ils continuent la fronde. Donc, ça a été très difficile au début. Mais lorsque nous, on arrive, ça a un peu baissé, les effectifs se sont rajeunis et tout. Et j'ai envie de dire qu'en 2004, je fais partie de la génération qui ravive un peu. En quelque sorte. Ou alors nous prenons le relais. Parce que ce que beaucoup, on va parler de la question de l'ADEC tout à l'heure, on dit tellement de choses de moi ou de nous par rapport à l'ADEC, mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'ADEC est née en 2005 et qu'un an avant, nous on avait lancé, et là c'était la revendication estudiantine politique. Moi je me souviens, le 15 avril 2004, je fais la une avec ce Macondo dont je parlais tout à l'heure et un autre d'ailleurs, la une du journal Mutation, du journal Nouvelle Expression, du journal Nouvelle Afrique de M. Biloua ici et un quatrième qui m'échappe. Je dis la une avec nos photos. Le 15 avril 2004. Et c'était à la faveur de quoi? Nous étions signataires d'un appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. 2004, c'était une année électorale. On va d'ailleurs rééditer l'affaire par la suite avec l'appel de 5000 étudiants. Et à l'époque, nous entrons en relation avec un homme, Chief Mila Souté. Absolument. Qui, RDLC, qui à l'époque était mandataire du courant des modernistes du RDPC. Absolument. Et qui, ayant été au courant de notre action, fusionner, nous appelle et puis commence à nous coacher en quelque sorte. Moi, je suis à l'époque, je fais la rencontre, c'est la première fois que je rencontre un homme politique. Je trouve un homme courageux. D'abord, à l'époque, autant nous, on voulait vraiment déjà l'alternance, autant on trouvait que l'initiative qui avait été entreprise au sein du RDPC, d'un mouvement de l'intérieur, nous paraissait très exaltante. Et lui, il était un excellent communicateur pour ceux qui l'ont connu. C'était quelqu'un de très courageux, excellent orateur. Donc moi, je suis très ébloui par cet homme et très vite, je reste à ses côtés et j'apprendrai beaucoup à ses côtés. C'est vraiment lui qui nous donne les premiers conseils d'hommes politiques. Il nous dit, bon, écoutez, vous entrez dans l'espace public. C'est lui qui nous met les pieds vraiment à l'étrier. Mes premières émissions de radio, c'est lui qui a appelé les journalistes. J'y allais, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que je prends véritablement la graine. Mais je racontais ça pour vous dire qu'en 2004, déjà... Avant la dette, un an avant, vous initiez des nous sommes déjà revendicateurs. Avec beaucoup d'autres, d'ailleurs, je ne vais pas citer leurs noms, qui sont aujourd'hui, pour certains, des journalistes, d'autres, des magistrats, des camarades de l'époque. Donc, quand souvent, en fait, on nous dit, vous avez trahi l'ADEC, moi, ça me fait toujours sourire. Je dis, comment aurais-je pu trahir une affaire qui est née un an après que moi, j'ai commencé ce qu'ils ont fait? Donc, on en parlera tout à l'heure. Entre-temps, oui, et en 2004, moi, j'étais vraiment, là, je me sentais vraiment à l'aise. Vous savez, ma frustration, certainement, peut-être. C'est-à-dire, j'avais fait la rencontre d'une université qui était aux antipodes de ce que j'avais imaginé. Et puis, très vite, j'avais compris que maintenant, ce pays, il y avait un problème. Il y avait vraiment un problème pour la jeunesse. J'avais commencé à comprendre que ceux qui nous dirigeaient n'étaient peut-être pas à la hauteur. Et j'avais commencé donc à ce moment-là à militer. Donc le Cabral Libi, qui à l'université dans ses débuts était, mes camarades me le rappellent d'ailleurs souvent, quelqu'un vraiment d'anonyme, de calme, de taciturne même à la limite, on m'a découvert sous un nouveau jour et puis c'était parti, je me souviens à l'époque. Et puis j'ai commencé à faire montre de beaucoup de courage.
Je me souviens à l'époque, en 2004, quand l'affaire est retentissante, l'appel des 1000 étudiants, il faut trouver des courageux pour monter au créneau, aller parler dans les médias. Il fallait à l'époque trouver quelqu'un qui allait répondre aux questions de David Ndachitagne. Il était de regretter mémoire, correspondant de RFI, de David Mihamle, de BBC. Eh bien, on n'était pas très nombreux à y aller. J'aime d'ailleurs rappeler que quelqu'un qui était assis, celui qui était assis à votre fauteuil, Thierry Ngongan, le jour où nous allons nous faire interviewer en mutation, ils étaient encore à Parc Répiquet. C'était Thierry Ngongan qui m'avait interviewé et Romuald Konglak, qui est aujourd'hui directeur de la rédaction du quotidien Le Jour. J'ai jamais oublié. Je me souviens avoir été interviewé pour la première fois à Equinox par David Atemken. À l'époque, il était correspondant à Yaoundé d'Equinox. Je me rappelle d'ailleurs toujours la petite salle où il m'avait interviewé. Bon, j'étais tout jeune à l'époque, mais j'ai gardé le souvenir. Bon, alors, entre-temps, je veux dire, dans cet élan, rédacteur en chef du journal Estudiantin, vous passez également à Radio Campus? Non, je n'ai pas été rédacteur en chef d'un journal à l'université, ça c'était au lycée. D'accord. Alors, il se passe que en 2000, j'ai été recruté en 2008. Et comment il faut bien expliquer? Parce que lorsque la fronde, nous lançons la fronde en 2004, c'est le recteur Bokolo, je crois. À Yaoundé 2. Oui. Et en 2005, plus tard, en 2005, l'ADEC éclate. En fait, nous on fait ce qu'on a fait en 2004 et puis on redevient, j'ai envie de dire, des étudiants ordinaires, mais pas vraiment ordinaires. Quand vous avez fait ce qu'on a fait en 2004, ben, tout le monde nous pointe du doigt au campus, les gens disent ils sont fichés, ils sont fichus, ils ne seront rien. En 2005, l'ADEC lance son mouvement à Yaoundé 1 et puis l'ADEC nous sollicite d'ailleurs pour être... En fait, c'était membre de l'ADEC, nous sollicite pour être dans l'ADEC. Et bien, nous, on leur oppose une fin de non-recevoir. On leur dit, écoutez, vous ne faites pas la même chose que nous. Nous, on vous a dit que ça se joue sur le terrain politique. Bon, il y a un an, vous nous avez dit que vous ne faisiez pas la politique, vous étiez de très bons leaders, délégués d'étudiants à Yaoundé 1, vous gériez un bon cyber que le professeur Tabi avait ouvert là-bas. Bon, ça se passait plutôt bien pour eux. Bon, un an plus tard, je crois que le cyber avait fermé à cause des guerres internes. Et puis le recteur Beban Chumbo, qui était arrivé là, était plutôt quelqu'un de compliqué, dont certains qui, il y a un an, ne se sentaient pas dames de revendicateurs, devenaient revendicateurs, ce qui est toujours bien. Donc, quand ils nous sollicitent, on leur dit non, écoutez, c'est bien, bienvenue dans l'arène, allez-y. Nous, ce qu'on va faire, c'est que comme vous avez lancé un mouvement et que de toute façon, nous on l'a fait il y a un an et que vous le ravivez, nous, on va créer plutôt à Yaoundé 2 le comité de droit de défense des intérêts des étudiants de Yaoundé 2. Donc, on va travailler en collaboration. Vous, vous êtes l'ADEC, c'est bien, vous êtes à Yaoundé 1, vous menez un combat intéressant, pas plus que le OUPSU à Boya ou pas plus que les autres organisations qui s'étaient créées, parce qu'en fait, c'était une fronde généralisée à l'époque. Et puis, le recteur Tabi Mangajan, qui est donc, en 2005, nommé recteur à Yaoundé 2, lui, il a une démarche totalement différente de tous les autres recteurs. Il négocie. Donc, lorsque nous publions le premier mémorandum en 2005, c'est ça, je peux me tromper sur les dates, mais c'est bien en 2005, il nous fait appeler et il dit, ok, posons votre mémorandum sur la table et voyons ce qui peut être fait. Ok, nous voulons des amphis éclairés avec des micros et autres, ok. Je vais équiper le campus de micros. Nous estimons que nous sommes à l'étroit dans les amphis. Il y a un problème. Il dit, ok, je vais éclater les amphis, qui étaient de petits amphis à l'époque. Plus tard, il casse les murs et fait de grands amphis. Et du coup, on n'est plus obligé de venir à 4 heures. On lui dit, il y a un problème avec les cars. La route n'est pas bonne. Il dit, ok, je vais trouver le problème des bus. Je ne peux peut-être pas louer les bus, mais je vais aller prendre les vieux bus de Ndisamba, les accordéons comme on appelait à l'époque, et je vais les mettre en circulation, je vais faire gérer ça par les étudiants et vous allez payer moitié prix. Nous voulons le resto à 100 francs accordé. Nous voulons que les frais médicaux, qu'on ne les paye plus après à partir de la deuxième année, accordés. Nous voulons que les droits universitaires soient payés en 2 tranches, accordés. Nous voulons que les associations et clubs culturels soient financés, accordés. Nous voulons que les délégués d'amphi aient des torchons, des craies, ok, accordés, il y a un budget pour les délégués. Bref,
On veut la route, il dit, bon, la route, je ne peux pas faire la route, mais je vais voir les autorités qui peuvent faire la route. D'ailleurs, par la suite, la route est arrivée. Donc, lui, il a plutôt créé un climat de collaboration. Et à l'époque, nous mettons sur pied ce qu'on a appelé la charte des droits et devoirs de l'étudiant. Et nous créons ensemble avec lui, d'ailleurs, ce qu'il a appelé à l'époque, et c'est d'ailleurs son idée, l'étudiant citoyen. Il dit, ok, moi, je n'aurai pas avec vous des rapports conflictuels, nous aurons des rapports de collaboration. Vous êtes d'abord des citoyens, vous avez des droits, vous avez des devoirs. Quand vous avez des revendications, vous les exprimez, et puis nous travaillons ensemble. Ce qui fait que de ce climat de collaboration, il a débouché sur une sorte de partenariat en quelque sorte. Ce qui fait que ceux des leaders d'étudiants qui, à ses yeux, avaient fait montre d'une certaine maturité, par la suite, il les recrutait à l'université. C'est comme ça qu'il a commencé à recruter, en fait, il recrutait plusieurs jeunes. Lui, il avait cette technique-là, c'est que chaque fois, notamment les présidents d'étudiants, chez lui, c'était pratiquement systématique. C'est-à-dire, tu réussissais à te faire élire président d'un établissement. Si par la suite, tu étais d'une certaine maturité, il te recrutait quand l'occasion se présentait. C'est une bonne tactique pour fragiliser aussi. Ça, peut-être c'était ça sa technique, mais si c'était ça, c'est que ça marchait. Sauf que si c'était par malice, ça se serait vu. Ce n'était pas par malice. C'est-à-dire que quelqu'un qui crée des conditions de collaboration, des conditions de travail, et qui fait que vos revendications aboutissent. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'exacerbation de la crise dans les campus venait davantage de la condescendance et du mépris. Le manque de dialogue. Le manque de dialogue. Ou un dialogue de sourds. Parce que je peux vous assurer que si l'ADEC, au moment où l'ADEC crée le mouvement, où l'ADEC naît, produit ses premiers documents de revendication, si les négociations en ce moment-là, d'ailleurs par la suite, l'ADEC est bien allé au tableau de négociation avec le ministre de l'enseignement supérieur, parce que c'était devenu très difficile avec le recteur, c'est plutôt le ministre qui plus tard va ouvrir la négociation, et si la négociation était interdite, il ne serait pas allé. Et je pense d'ailleurs que de cette négociation sont sorties beaucoup de réformes. D'ailleurs, par la suite, le président avait désigné M. Abou Machoui, qui avait fait le tour des universités à l'époque pour recueillir les avis des étudiants, et puis ça a débouché sur les réformes de 2005, ainsi de suite, qu'il faut d'ailleurs mettre en partie à l'actif de l'ADEC et des autres associations comme la nôtre et d'autres qui avaient fonctionné dans les universités. Donc, pour le recteur Tabi, il faut le lui reconnaître aujourd'hui. Lui, d'ailleurs, beaucoup s'en sont inspirés. Pourquoi lui qui avait institué le resto à 100 francs, ça a été appliqué ailleurs? Lui qui avait inspiré le paiement en 2 tranches, ça a été appliqué ailleurs. La charte des droits et devoirs de l'étudiant a plus tard été généralisée carrément pour toutes les universités. Il y a comme ça beaucoup de choses. Les frais médicaux, on a annulé ailleurs, ainsi de suite. Donc je pense que... Et c'est donc comme ça que vous vous faites recruter à Radio Campus? Oui, en fait, je me fais recruter comme cadre d'administration. D'accord. J'étais même plus tard, c'est-à-dire en 2008. Parce qu'entre-temps, moi, j'étais resté... un peu plus frondeur d'ailleurs. Je n'ai pas forcément été recruté au même moment que les autres. Que les autres, ou certains autres, parce que tout le monde n'a pas été recruté. Et moi, je suis resté un peu frondeur sur le champ politique. En 2007 d'ailleurs, je rejoins un peu Mila Souté, là, les affaires des élections législatives et autres. Bon, comme d'habitude, ça se termine mal, donc je deviens... Pourquoi comme d'habitude? Je paye le prix Vous êtes toujours dans le mauvais camp? Oui, mais en fait, j'ai toujours été heureux de vivre ma passion ou mes passions et puis d'assumer mes convictions. Donc, pour vous faire la confidence, le recteur Tabi me recrute un peu par pitié. En fait, je peux vous raconter les circonstances. Allons-y. C'est qu'un jour, je suis de passage. Surtout qu'avant 2007, j'étais devenu coordonnateur d'étudiants. C'est-à-dire ce qu'on appelait président des présidents d'étudiants. Et parce que je rentre faire mes bagarres politiques, je quitte la responsabilité estudiantine. Donc après cet autre échec, je redeviens un étudiant normal qui erre tranquillement dans le campus, qui vient à l'école quand il peut. Et puis un jour, justement, passant devant le rectorat, il est devant, en haut là, il y a un petit perchoir. Il me voit passer, il me dit, monsieur Libi, vous avez fini avec la politique? Je dis, monsieur le recteur, je continue à me battre. Il me dit, vraiment, toi, il faut venir me voir.
Et je vais le voir dans son bureau le lendemain, ce qui avait étonné beaucoup de gens. Disaient, monsieur, lui, s'il passe le temps à insulter, entre guillemets, à critiquer Paul Biya, et puis il est reçu par le recteur. Et puis le recteur, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, mais il me dit en synthèse, ce que j'aime chez toi, c'est ton courage, ton opiniâtreté et la passion que tu m'as fait des choses. Il me demande, ton père fait quoi? Je dis, mon père il va en retraite bientôt. Tu as un grand frère? Je dis, non, je suis l'aîné. Mais tu comptes sur quoi? Tout ce que tu fais là, au juste. Tu luttes contre des gens qui sont 1000 fois plus forts que toi. Oui, tu as des convictions, mais fais tes études et puis construis-toi. Je lui dis, monsieur le recteur, je suis convaincu que je ne peux pas laisser les gens qui ont détruit ce pays. Tant que je pourrais les combattre, je les combattrai. Ce qui vous résistez au lavage de cerveau, en d'autres termes. Comment? Vous résistez au lavage de cerveau. Ce n'était pas un lavage de cerveau, il me parlait vraiment comme un père. D'accord. C'était vraiment comme un père. Il me disait, je comprends tes combats, tes convictions, mais donne-toi le temps de grandir, de te construire. Tu as toute la vie devant toi pour mener des combats politiques. Je lui dis, j'attends pas. Tant que je peux, ben je dirai aux gouvernants, là où ils ont échoué, je mettrai mon énergie et mon intelligence pour ça. Il me dit, bon, écoute, je vais te donner une chance. Je vais te recruter. Et c'est comme ça qu'il me recrute. Et je dois lui dire merci aujourd'hui pour ça. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont été recrutés comme ça. Simplement parce que un aîné voit en eux quelque chose, il dit, bon, et c'est en cette terme, il m'a dit, je vais te donner ta chance. Et je repars, plus tard, un de ses proches m'appelle et me dit, bon, écoute, le patron a demandé que tu viennes avec une demande, il va te recruter. Donc, je suis recruté, sauf qu'il y a un petit souci d'affectation. Partout où on essaye de m'affecter, il y a un problème. Souvent, les responsables là-bas ne veulent pas de moi. On dit, ah, celui-là, il a flirté avec les modernistes, il est opposant, il critique tout le temps et tout. Donc, je végète même pendant quelques semaines, avec un acte de recrutement, mais sans point de chute d'affectation. D'ailleurs, la rumeur commence même à courir qu'on va finir par ne plus me recruter. Et puis un jour, me dit-on, à la faveur d'un échange, quelqu'un balance, mais écoute, on a une radio à l'Estic. Effectivement, et comme il est constamment dans les affaires de communication et tout, il communique, ben affectons-le à l'Estic. Et je suis d'ailleurs comme ça affecté à l'Estic. Bon, je pourrais vous raconter la suite, j'arrive là-bas, il est aujourd'hui mon ami. Le chef de chaîne que je trouve là-bas, lui-même me dit, ah, ce gars, il critique tout le temps et tout, lui-même ne veut pas de moi. Il me dit, écoute, rentre comme tu es venu, rentre au quartier. Et c'est d'ailleurs comme ça que je rentre au quartier. Et je m'en vais m'inscrire dans une école de musique. Je dis, mais tiens, en fait, je commence à chanter même. Hein. En fait, j'ai une maquette, c'est pas trop. Et puis un jour, là-bas, il y a des problèmes, des bagarres à la radio. Et puis on me rappelle. Et puis le professeur Tchadé, j'ai déjà raconté ça dans une émission, qui est désigné superviseur de la radio, se rend compte que je suis en fait le seul cadre de cette radio en dehors du chef de chaîne. Et c'est comme ça qu'il décide de me désigner, de me proposer chef de chaîne adjoint. Alors, j'ai laissé compter cette étape de 2004, notamment à 2008, ou à votre arrivée à la radio, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, il y a une forte littérature sur votre passage à l'université, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit d'ailleurs à travers les journaux aussi. Depuis que vous avez lancé votre campagne d'inscription sur les 11 millions, ou du moins, dont l'objectif est d'atteindre les 11 millions d'inscrits en janvier 2018. Alors, il se dit par contre que votre mouvement était davantage un mouvement, un peu l'histoire du cheval de Troie au sein des étudiants pour permettre effectivement que ce soit au recteur Jean Tabimanga, au ministre de l'Enseignement supérieur dont vous étiez, ou du moins qui était vos soutiens, d'infiltrer les étudiants et pouvoir fragiliser leur mouvement, d'où la récompense d'après le recrutement de certains d'entre vous, et parmi eux, vous donc, à Radio Campus. Ça ne pouvait pas être le cas. Pour le recrutement, je vous ai dit que le recteur Tabimanga, chez lui, c'était systématique. Et partout où il est passé, il l'a fait. Que ce soit avec les étudiants de l'ADEC et des autres mouvements. Oui, même à Yaoundé 1, il en a recruté. Chez lui, c'était systématique. Et même à Yaoundé 2, il y a plein de leaders d'étudiants qu'il a recrutés qui n'ont jamais été revendicateurs de leur vie. Simplement parce qu'ils avaient été de bons leaders d'étudiants et qu'il avait estimé qu'ils avaient une certaine maturité et il leur donnait la possibilité de rentrer dans l'administration de l'université. Et vous souvenez chez lui, c'était vraiment une philosophie. Et vous vous souvenez des événements de juillet 2005, événements au cours desquels des étudiants de l'ADEC entament une séquence de manifestations pour les logements, et puis ça tourne à la violence.
Oui. Mais écoutez, là, c'était à Yaoundé 1. Yaoundé 1. Oui, parce que déjà, à l'époque, ce qu'il faut dire, c'est que quand on était étudiant à Soie, à partir de la 3e année, on venait à Yaoundé 1. Parce qu'il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'amphi à Soie. Donc, on faisait cours en 3e année à l'amphi 1001. Et il y avait un bâtiment réservé aux étudiants de l'université de Yaoundé 2. Donc, j'avais obtenu une chambre au bâtiment B. Donc, quand ça éclate, je suis effectivement au bâtiment B, dont l'ADEC commence, les premières manifestations de l'ADEC commencent devant nous, puisque ça commence à la CTU. Donc, j'ai vécu ça. Mais je voulais vraiment préciser que le recteur Tabi Manga ne recrutait pas les gens. D'abord, en tout cas, en ce qui me concerne, et certains autres, comme moi, je citais les noms tout à l'heure, on n'était pas parachutés. Je vous dis que nous, on commence en 2004 et on ne connaît pas le professeur Tabi Manga en 2004. Donc, on n'a pas attendu le professeur Tabi Manga. Bon, ce dont je vous parle, ça circule sur Internet. C'est-à-dire, si vous tapez 2004, vous verrez mes interviews. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que quand vous allez lire l'interview que j'avais donnée en mutation, vous aurez l'impression que vous êtes en train de m'écouter maintenant. Parce que mes convictions n'ont pas bougé. Donc, je ne crois pas que... Bon, alors, je suis frondeur en 2004. Je deviens donc pion pour infiltrer les étudiants de l'ADEC. En 2005. Et puis, je lance donc maintenant encore 11 millions pour infiltrer je ne sais quoi. C'est pas cohérent. On ne peut pas infiltrer... J'ai jamais été membre de l'ADEC, je viens de vous le dire, en toute honnêteté. Mais donc, ça conforte peut-être la position de ceux qui le disent de vous, puisque l'ADEC était l'un des mouvements les plus revendicatifs de l'époque. Mais comment on peut infiltrer un mouvement qui est né après, qui fait ce qu'on a fait un an avant? Comment on peut infiltrer un mouvement qui existe à Yaoundé 1, alors qu'on est de Yaoundé 2? Comment on peut trahir un mouvement auquel on n'a jamais appartenu? Bon, que l'ADEC vous dise qu'ils avaient peut-être une section à Yaoundé 2 qu'on a infiltré ou qu'on a... Enfin, je ne sais pas. Il faut peut-être que... En fait, c'est de bons amis en passant. Hein, aujourd'hui. Oui, mais on a toujours été de bons amis. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai toujours été étonné d'entendre tout ce qui se dit. Chaque fois qu'on dit que l'ADEC dit, je cherche toujours lequel membre de l'ADEC. Parce que quand l'ADEC se crée, l'ADEC, comme nous, on est leurs aînés dans la revendication, quand ils décident de créer l'ADEC, ils viennent nous voir. Nous dire, écoutez, vous êtes là-dedans avant nous, comment vous pensez qu'on peut structurer cette affaire? Je peux même aller jusqu'à vous dire que la première fois qu'ils vont rencontrer le ministre Famandongo et qu'on va leur donner 300 000 d'argent de taxi, ils sont tellement embarrassés par ça, parce qu'ils craignent qu'on pense qu'on commence à les acheter. Et ils se demandent comment ils vont faire avec les 300 000. C'est nous qui leur disons à l'époque, écoutez, c'est l'argent public. Achetez-vous un ordinateur. Avec ça, vous allez continuer à produire les documents de revendication. Allez leur demander comment ils achètent leur premier ordinateur sur le conseil du qui. Bon, en fait, on n'a pas la prétention de leur avoir donné l'idée, mais certains en avaient déjà eu l'idée. On l'a peut-être. L'intention de 300 000 taxis, c'était uniquement l'argent de taxi. Mais allez leur demander, moi je n'y étais pas. Donc, je veux dire, non, mais ça c'est une pratique. Généralement, quand les hauts responsables rencontrent des groupes d'étudiants, ils peuvent leur donner l'argent de taxi. Donc, je pense que ce soir, je prends pas toujours le temps de répondre à ça. C'était intéressant. Parce qu'il faut bien clarifier qu'on ne peut pas trahir une chose à laquelle on n'appartient pas. On ne peut pas infiltrer une chose sans y être. En fait, qu'on me dise, si un jour je suis allé aux réunions de l'ADEC, les réunions où je suis allé, c'est quand j'avais été invité. Je ne suis jamais allé de mon propre chef à la réunion de l'ADEC. Je vous dis, ça ne m'intéressait pas. Eux, ils faisaient les affaires de campus. Nous, on leur disait, ça se joue sur le terrain politique. Donc, et tous les gars de l'ADEC, Linjombo, c'est un excellent ami. Mafou Djontou est un excellent ami. Messibala, qui est à Cameroun Tribune aujourd'hui, un excellent ami. Okala et Baudet, qui est aujourd'hui enseignant moniteur comme moi, parce que j'ai oublié aussi de vous dire tout à l'heure comment je deviens enseignant moniteur. Il est, je pense, aujourd'hui secrétaire national du MRC. C'est un excellent ami. On est dans la même commission des examens, ou plutôt on y était. Bon, à cause de mes activités, je n'ai pas pu être aux examens cette session-ci, mais on est dans la même commission des examens à la faculté, puisque entre-temps, il y a 3 ans, après que j'ai soutenu mon mémoire, le doyen de la faculté a pensé que j'avais la ressource intellectuelle nécessaire pour pouvoir rentrer dans les activités pédagogiques. Et c'est comme ça qu'il m'a recruté comme enseignant moniteur.
pour dispenser les travaux dirigés à ce titre. Et je précise d'ailleurs qu'à ce titre, je ne suis pas payé. Parce qu'étant déjà personnel administratif de l'université, je n'ai pas le droit d'être payé. Donc je le fais à titre, peut-être pas bénévole, mais bon, quand vous êtes dans les activités académiques, c'est doublement important pour vous. D'abord, ça vous permet de rester collé à la recherche, et puis ça vous exerce déjà à l'enseignement. Bon, Dieu merci, le témoignage que j'ai, bon, un tam-tam ne se bat pas lui-même, surtout en Afrique, me disait un enseignant d'université récemment, mais le témoignage que mes étudiants donnent de moi est plutôt intéressant. Alors pour finir cette phase, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Mila Sauté? On n'a pas de rapport particulier, on n'a pas de rapport du tout. Donc je ne saurais qualifier une chose qui n'existe pas. Moi, je vous l'ai dit, j'ai été très heureux et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Il est un peu comme mon père politique. Votre inspirateur, justement, c'est oui. la question. Je veux dire que pour quelqu'un qui a représenté ce que vous dites, et oui. qu'aujourd'hui, près d'une dizaine, ou un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, vous en soyez là. Il se passe qu'à un moment, la rupture vient de lui. Donc, il part précipitamment du Cameroun et puis il n'est plus jamais revenu. Nous, on a même d'ailleurs continué à tenir la flamme, en quelque sorte. Et puis, silence radio, quoi. En fait, il a disparu de la circulation. Et puis, chacun s'est trouvé sa voie. Ce n'est pas la suite de vos agissements qui l'ont un peu contrarié? Non, 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 pas du tout. Chief Mila, après qu'on ait retiré une pièce de son dossier, parce que l'histoire je était candidat absolument. En 2004, on retire une pièce totalement ridicule. C'était la déclaration sur l'honneur, c'est-à-dire la seule pièce qu'on écrit soi-même et qu'on signe. Et c'est la seule pièce qu'on avait retirée de son dossier. Il est parti. Nous disait-il parce qu'il était persécuté. Donc il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Ce que je sais en revanche, c'est que le RDMC, il y a certains groupes, certains jeunes avec qui on avait travaillé, qui, lorsqu'il est parti, ont estimé qu'il pouvait reprendre le parti. Et ils ont repris le parti. Ce qui, d'ailleurs, de mon point de vue, est tout à fait de leur droit. Parce qu'il fallait bien que le parti continue à vivre. Bon, lui, il a mal pris. Il a estimé que ces jeunes-là étaient manipulés. C'était pas une campagne de déstabilisation, justement? Non, mais ces jeunes avaient des droits dans ce parti. Parce que lorsque le RCNR, qui devient RDMC, Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun, ces jeunes-là qui reprennent ce parti ont des postes dans le bureau. Et ils estiment que le parti ne peut pas être handicapé parce que l'absence. Chief Mila est absent. Bon, ils font ce qu'ils font, ils reprennent le parti. À leur compte, ils organisent des réunions pour reprendre le parti. Ça va créer des schismes et tout ce qu'on veut. Bon, chacun interprétera comme il voudra. Mais tout le monde n'a pas vécu stoïquement son départ comme moi. D'autres ont estimé que de toute façon, puisqu'il avait décidé de partir et qu'il était désormais de l'autre côté, ils pouvaient animer le parti comme ils ont jugé pouvoir l'animer. J'avoue que c'est des séquences que je ne maîtrise pas beaucoup, parce que de toute façon, moi, je m'étais complètement déconnecté de cette affaire-là. Mais la flamme qui s'était allumée en moi ne s'est jamais éteinte. La preuve, je suis aujourd'hui dans le continuum de tout cela. Alors, pour rejoindre l'actualité, depuis quelques semaines, quelques mois, vous êtes engagé à une opération, je ne sais pas si elle est compliquée, je vais dire assez compliquée, dont l'objectif est d'inscrire 11 millions de Camerounais en vue des échéances de 2018. Ce n'est pas une ambition démesurée. Non, pas du tout. Je l'ai déjà expliqué. Encore jamais atteint. Même dans les plus fortes estimations de Elecam, indépendamment des moyens que Elecam, en tant qu'institution capable de mobiliser autant éventuellement de personnes que Elecam peut mettre en branle, vous, individu, Cabral, vous décidez de vous y jeter. Bon, c'est vrai qu'on est dans un environnement où on personnifie tout le temps. Il ne faut pas seulement voir l'individu Cabral. Il faut voir les jeunes, les hommes et les femmes qui ont écouté l'appel que j'ai lancé et qui se sont mobilisés. Je ne trahis pas un secret si je dis que quand je suis arrivé quand vous êtes arrivé, parce que vous m'avez trouvé tout à l'heure dans ce studio, vous avez trouvé une trentaine de personnes. D'ailleurs que je n'attendais pas à trouver ici. C'est l'équipe du littoral. Donc, pour dire que
l'ambition n'est pas démesurée, l'ambition est réaliste. Je l'ai toujours dit, l'Institut national de la statistique nous a dit il y a un an qu'il y avait entre 13 et 14 millions de Camerounais en âge de voter. S'ils l'ont dit il y a un an, ça veut dire que c'est peut-être même un peu plus aujourd'hui, parce que chaque jour qui passe, il y a un Camerounais qui a 20 ans. C'est vrai, il y en a aussi un qui meurt. Mais à partir de là, moi, je n'ai pas compris qu'à peine la moitié soit inscrite. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai compris. Mais je me demandais toujours comment on pouvait faire pour pousser les gens à s'inscrire. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'alternance que moi je souhaite, mes ambitions sont, enfin, je veux dire, mes convictions sont connues, ne peut passer que par l'élection. Si le peuple vote, s'inscrit massivement, vote massivement, surveille massivement son vote, la volonté du peuple va s'exprimer. Si elle est favorable à Paul Biya ou à un autre de ses proches, tant mieux. Si elle est favorable à quelqu'un d'autre, tant mieux. Et moi, je me lance là-dedans pour cette opération il y a à peine 3 mois. Le déclencheur, vous le connaissez. C'est le buzz autour de ma candidature. Parce qu'à la faveur de tous les débats autour de l'élection d'Emmanuel Macron, j'annonce, moi, que j'entre en politique en 2018 et que je serai porteur d'un projet de société. Je le redis encore. Ça fait donc le buzz que vous connaissez autant que moi. Et puis je me dis, tiens, je croise énormément de personnes qui me disent, vas-y, sois candidat à l'élection présidentielle. Je me dis, mais ça, on parle d'appel du peuple, ça, c'est un appel authentique du peuple. Je me dis, mais... Vous comprenez que quelqu'un d'autre aurait pu ressentir ce même appel? Oui. En l'occurrence, le président de la République à l'époque. Oui. D'ailleurs, pour un autre président, en fait, je dis pour le président en exercice, les appels ont même été tellement massifs que ça fait l'objet de publications littéraires. C'était une parenthèse. Mais moi, je vous parle des gens qui réagissaient dans les réseaux sociaux, me croisaient dans la rue. Et à chaque fois, je leur demandais, si je suis candidat, est-ce que vous allez me voter? Ils me disaient oui. Et je leur demandais, est-ce que vous êtes inscrit? Beaucoup me répondaient non. Je leur dis, c'est ça le problème. Vous voulez que je sois président? Vous dites que vous allez m'élire. Mais mettez-vous donc en condition de pouvoir m'élire. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et je me dis, mais tant qu'à faire, c'est le moment de lancer une opération nationale rappelant aux citoyens qu'ils doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et c'est comme ça que c'est parti. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y en a même, vous avez dit, je suis aimé et détesté. Mais quand cette opération commençait, rappelez-vous, en fait, pour une opération lancée par un pion, c'est tout le monde qui s'en moquait. Et au fur et à mesure qu'elle prenait de l'ampleur, j'étais attaqué. Vous savez, il y a un groupe WhatsApp, en fait, on travaille beaucoup par les réseaux sociaux, il y a un groupe Facebook qui est tenu, qu'on appelle Cameroun formidable vivant seulement. Le patron de ce groupe-là, patron entre guillemets, c'est M. Abaté Daniel Claude. On ne le dit pas suffisamment, mais l'une des premières personnes à m'avoir attaqué, c'était lui. Et vous savez ce qu'il disait à l'époque, puisque vous êtes membre. Vous savez ce qu'il écrivait. Voilà un affamé, tout maigrichon. Il disait le ngé me maigrichon, le gringalet, le ngé me gringalet, qui veut aussi sa part. Après, c'était quelqu'un d'autre qui prétend être défenseur, qui est fille d'un ponte du système, une dame, qui est beaucoup dans les affaires de sport et puis de la prison qui va avec, qui a estimé qu'elle pouvait aussi m'attaquer. Vous ne voulez pas prononcer le nom de Marlène Mvuto? Si elle en est digne, vous le faites. Et là, on ne voit pas que Daniel Claude Abaté, qui est donc tout le temps dans les délégations présidentielles, puisque je le vois constamment dans la suite du président. Et par ailleurs, président du MECAM. M'a attaqué pour cette opération. On ne voit pas que la fille d'un ancien grand, d'ailleurs toujours grand, même si là où il est, Marlène Mvuto. Peut-être aussi sa fille a pris la graine de là où il est. La fille d'un ancien grand, lui aussi, elle aussi, est montée au créneau pour m'attaquer, prétendant défendre son oncle Paul Biya. Là, on ne voit pas. Curieusement, par la suite, eux, ils se taisent. Et les autres prennent le relais, mais cette fois en face. Les autres, c'est qui? C'est qui en face? Un groupe de personnes dans les réseaux sociaux se revendiquant d'un parti politique qui est le MRC. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Mais il y a quand même certains noms là que je vois notamment comme responsable du MRC dans le littoral. Ils me foncent dessus. Donc, ils prennent le relais des proches du pouvoir pour cette fois m'accuser, moi, d'être proche du pouvoir. Et comme ça fait l'affaire de Daniel Claude Abaté Haute, ils ne publient plus rien.
Ils ne disent plus rien. Je ne suis plus affameux gringalet. Au contraire, ils commencent à dire des choses agréables sur l'opération pour justement entretenir ça. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis par la suite, il y a des hommes politiques respectables pour certains, un peu moins respectables pour d'autres, qui eux aussi estiment qu'ils doivent monter au créneau. Ah, Cabral Libye n'est qu'un pion du système. D'abord, il a trahi la DEC. Heureusement, je viens de clarifier. Enfin, il raconte ça dans les chaumières, hein, d'autres publiquement. Il y en a même qui très publiquement ont pris la parole, me traitant d'idiot, de mon opération d'idiote. Ceux qui me suivent d'être eux-mêmes idiots. Bon, je me réjouis qu'eux-mêmes rejoignent un peu la famille des idiots, puisqu'ils commencent à demander aux idiots de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça, je pense que les gens ont appris ça à l'école. Quand vous venez avec quelque chose de nouveau, le changement de comportement. Donc vous dites que vous êtes victime plutôt d'un matraquage négatif, mais pourquoi vous serez donc autant simplement pour cette opération-là? Je vous renvoie. Je veux dire, hein, pour prendre un pan, puisque vous l'avez révélé, c'est d'ailleurs pas un secret. Je lis beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que vous confrontez justement pas, ou alors est-ce que cette attitude ne conforte pas ceux qui disent effectivement que vous êtes le pion du pouvoir pour déstabiliser, qu'ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, en demandant aux Camerounais de s'inscrire et que éventuellement vous pourriez être porteur d'un programme en 2018, ils ne comprennent pas que ce soit vous qui soyez du même camp que cela, c'est-à-dire comme une opération. Alors moi je ne comprends pas quelque chose. Tant que j'étais l'acteur médiatique, tout était calme, critiquant le pouvoir à souhait, ça arrangeait tout le monde. Il y a d'ailleurs un peu plus d'un an ou un peu moins, un peu plus, un parti politique avait annoncé pompeusement que j'étais devenu un de ses militants. Vous vous rappelez? Mais aujourd'hui, c'est ce parti qui répand partout, en fait, certains militants de ce parti, qui répandent partout que je suis un pion du système. Et subitement, ils découvrent mon passé. Alors, la question c'est, il y a un an, lorsqu'ils annonçaient pompeusement, me comparant à Rousseau, à Voltaire, parce que j'étais désormais dans leur parti, mais ils connaissaient, ils savaient que j'étais un pion du système et ils m'ont pris. N'avez-vous pas fait une démarche de rapprochement avec le MRC? D'ailleurs, vous avez vu à certaines rencontres. J'ai eu des démarches de rapprochement avec plusieurs partis politiques. Pendant longtemps, je suis venu ici à Douala pour les REMCAMP de l'UFP d'Olivier Billet. Combien de fois je suis allé aux réunions publiques de l'UDC à Monter-en-Rouge? Combien de fois je suis allé aux réunions enfin, je ne sais plus. Il y a plusieurs partis politiques, d'aucuns plus connus, d'autres moins connus. Le CPP. J'ai fait des réunions à Douala avec Mme Kawala, M. Franck ici, qui est d'ailleurs touché. Je lui dis tous mes encouragements pour les moments difficiles qu'il traverse. Alors, là, on ne voyait pas que j'étais un pion. Maintenant que je dis, ok, moi-même j'ai un projet de société, je vais entrer en politique. D'ailleurs, je lance une opération citoyenne. Là, je deviens un pion du système. Je deviens un problème. D'aucuns estiment que ça ne sert à rien. Et puis vous voyez, à cause de cette désinformation, ça a même à un moment ralenti les inscriptions. On serait même peut-être déjà aujourd'hui à plus de 11 millions. Mais à cause de toutes ces sottises qu'on a passé le temps à répandre, simplement parce qu'on veut faire obstacle à une opération qui va profiter d'ailleurs à ceux qui la combattent. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai fini par découvrir que peut-être il y a au Cameroun, autant il y a un potentat du pouvoir ou des potentats du pouvoir, peut-être qu'il y a aussi des potentats de l'opposition finalement. Et il y a des gens qui vous disent, ça ne sert à rien de lancer cette opération, il faut d'abord se battre pour réviser le code électoral. Je suis absolument d'accord. D'abord, je n'ai pas attendu qu'ils me le disent pour me battre pour le code électoral. Tout comme je suis étonné qu'il soit pour certains des élus avec ce même code électoral qu'ils détestent tant. Et d'ailleurs, quand j'ai lu ce code électoral, article 52, je crois, sur les commissions d'inscription, j'ai découvert, et il a fallu encore que je fasse pratiquement le tour du Cameroun aujourd'hui, travaillant sur le terrain aux côtés de l'ECAM, que je me rende compte que il y a quand même des dispositions dans ce code qui ne demandent pas à être révisées. Notamment la disposition qui dit que, à chaque début d'année, il est créé au sein de chaque antenne communale de l'ECAM une commission d'inscription sur les listes électorales. Et que tous les partis politiques représentés, dans cette commission, il y a l'ECAM, un représentant de l'administration, un représentant de la mairie, et puis un représentant de tous les partis politiques présents dans la commune. Eh bien, je peux vous assurer que depuis que je suis sur le terrain, chaque fois que j'arrive dans une antenne, hier encore ou avant-hier, j'étais à Ombessa,
Avant, j'étais dans le nord jusqu'à Mokolo. À chaque fois, je demande au chef d'antenne, mais où sont les partis politiques qui doivent être dans cette commission? Personne. Sauf qu'entre-temps, cette opération, vous le dites d'ailleurs, vous donne l'occasion de retourner dans le Cameroun profond que vous connaissez déjà dans votre enfance. Ah oui. Mais aussi, vous avez quand même pu faire une sortie américaine, à défaut de dire extravagante, je dis remarquée. Écoutez, je ne l'ai pas voulu remarquer. Mais comme je suis devenu l'objet de beaucoup d'attention, ceux qui m'observent, entre la mobilisation et me suivent. Moi, je suis allé aux États-Unis, je l'ai déjà dit. Vous avez pris du bon temps aussi. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Je suis allé aux États-Unis après être venu à Douala plusieurs fois, après être allé à l'ouest, à Bafoussam, à Bouddha, à Tchang, dans le cadre de la même opération, parce que quand je suis allé aux États-Unis, j'ai commencé à lire, mais pourquoi il va aux États-Unis, il n'a encore rien fait au Cameroun. Écoutez, et un peu de bonne foi de temps en temps. Donc, je suis allé aux États-Unis, je l'ai déjà dit, à l'invitation d'un compatriote vivant là-bas, qui m'a invité pour que j'aille parler aussi aux Camerounais et que j'aille voir aussi toutes les dispositions, si les dispositions sont prises au niveau notamment des États-Unis pour que les Camerounais là-bas s'inscrivent. J'ai fait un rapport là-dessus, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de disposition au niveau de l'ambassade, mais apparemment ça a commencé à se décanter. Donc maintenant, ce n'est pas moi qui ai publié que je suis allé aux États-Unis. Vous vous rappelez? La première personne à publier que j'étais aux États-Unis, c'est votre confrère Boris Berthold. Je ne sais pas comment il a eu l'info. Bon, par la suite, un autre de vos confrères, je pense, Paul Chouta, lui avait publié que c'est faux et qu'il vient de ressasser toutes les ambassades, tous les aéroports. Nulle part il ne fait mention de ce que je suis passé, donc je suis caché dans mon village. Bon, par la suite, il s'est ravisé en disant que non, je suis effectivement là-bas, mais je suis porteur de mal d'argent. Et d'ailleurs, il y a une association assez connue, à laquelle moi-même j'accordais un peu de crédit jusqu'ici, le Code. Il y a un certain commissaire Zogo que je ne connais pas, mais j'apprends qu'il était commissaire ici et qu'apparemment... À son toto pour relayer, je vous sais chroniqueur à Radio Equinox par exemple, pour ne parler que de celle-là, et à chaque fois, tout au moins venu ici à Douala, c'était grandement annoncé, et par la suite, peut-être suivi par d'autres médias. Oui, mais le média est un instrument de sensibilisation. Je suis d'accord. Et je remercie d'ailleurs les médias qui m'accompagnent, y compris le vôtre. C'est pour ça que je dis, peut-être que vous avez prêté le flanc. Votre sortie aux États-Unis, ce n'est pas vous qui l'annoncez. Donc vous partez, j'ai dit, sur la plante des pieds. Donc du coup, tout le monde se dit, pourquoi il se cache dans son départ pour les États-Unis? Que va-t-il faire? D'autre part, votre hôte local, c'est quand même quelqu'un dont on dit qu'il a des rentrées assez poussées au niveau de l'ambassade, au niveau des pouvoirs publics ici au Cameroun. Donc, des choses qui pourraient laisser croire qu'effectivement Cabral Libye... Alors, toutes choses qui sont totalement fausses. Monsieur Mananga n'a pas d'entrée à l'ambassade. Pour que moi je puisse entrer à l'ambassade, il a fallu que je me fasse accompagner d'un autre compatriote vivant là-bas. Parce que j'avais épuisé toutes les voies prescrites dans le site. J'avais envoyé toutes les demandes d'audience qui sont restées sans suite. Donc il a fallu trouver un proche d'un conseiller d'ambassade qui a pu m'arranger des rendez-vous, et avec l'ambassadeur et avec le consul. Et d'ailleurs, au jour du rendez-vous, ni l'un ni l'autre n'était là. Je me suis retrouvé tout seul à l'ambassade avec le proche de celui qui m'y avait amené. J'ai d'ailleurs découvert, j'avais même essayé d'avoir des informations, personne ne voulait me les donner. J'ai quand même vu sur une porte Elecam Registration Room. Bon, et puis quelqu'un m'a soufflé que la dernière inscription là-bas avait eu lieu en 2014. Et puis c'est comme ça que je suis sorti de là. En fait, même logiquement, si je suis dans un pion de Paul Biya et porteur de beaucoup d'argent, au moins l'ambassadeur me reçoit, non? Et fait au moins semblant d'inscrire les gens. Il peut ne pas aussi, pour jouer à fond le jeu. Ah oui, c'est vrai aussi, pour jouer le jeu. C'est possible, d'ailleurs j'ai lu ça aussi. Tout comme, en fait, je veux dire, les gens sont libres. Non, M. Manga, pour parler de lui, n'a aucune entrée à l'ambassade, en tout cas que je sache pendant que j'y étais. Pas plus qu'il en a au gouvernement ici. C'est un opérateur économique établi là-bas, comme bien d'autres opérateurs de Camerounais établis là-bas. À ce jour, quel bilan faites-vous de l'opération 11 millions d'inscrits? Nous sommes combien d'inscrits depuis que vous avez lancé ou alors vous avez réussi à inscrire combien de personnes encore que parallèlement les cas poursuivent aussi ces activités? Nous, aujourd'hui, dans notre groupe, nous pensons qu'à ce jour, on a pu faire inscrire, provoquer de nouvelles inscriptions qui peuvent être de l'ordre de 1,5 million de personnes. Mais attendons de voir, parce que nous, on ne peut pas vous donner les chiffres officiels.
Vous savez, quand on mène une opération à Marois, les gens sont en train de s'inscrire en Bouddha. Les gens sont en train de s'inscrire à Malantoin. Et ceux-là, on ne les voit pas, on ne les comptabilise pas. Donc seul Elecam peut véritablement comptabiliser. En revanche, le retentissement que l'opération a eu a permis, a déclenché quelque chose. Les descentes sur le terrain qui nous ont permis de mesurer le paradoxe qu'il y a au sein d'un peuple qui affiche clairement son ras-le-bol, qui a soif de changement, mais qui en même temps est timide à s'inscrire. C'est un réel paradoxe. Et heureusement, je rends gloire à Dieu, nos descentes sur le terrain ont parfois déclenché des choses. Moi, aujourd'hui, je reçois des appels des chefs d'antenne de l'ECAM, pratiquement partout, qui me disent merci de nous avoir accompagnés. Et parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas. Et il a fallu que j'aille sur le terrain pour que je me rende compte que peut-être qu'il y a deux ELECAM. Mais en tout cas, ELECAM du terrain que moi j'ai vu, c'est un ELECAM à qui on assigne des objectifs. Je me souviens, dernièrement, je passais par Ezeka, par pure coïncidence, la régionale du centre était à Ezeka. Et elle a fait une réunion rude, où elle a dit au départemental que s'il n'avait pas atteint des objectifs, eh bien, ça pourrait avoir des conséquences. En fait, aujourd'hui, ELECAM est à la course du chiffre. Ils veulent faire inscrire des gens. Tout comme vous je me rends compte. Alors, oui, mais ça tombe bien. Sauf que paradoxalement, jusqu'au 15 dernier, ils n'avaient pas leur salaire du mois dernier. On en parle. Puis, on en parle. Il faut aussi peut-être dire pourquoi, à la veille d'une élection, ELECAM n'a pas les frais de fonctionnement à la veille d'une année électorale. En fait, je veux dire, pourquoi ce n'est pas la priorité? Pour vous, c'est dessin. Non, j'ai rien dit. Je vous laisse analyser. Alors, si au 1er janvier 2018, c'est le 1er janvier dans votre deadline, c'est le 31 janvier? Non, les inscriptions, j'avais lancé l'opération 11 millions d'inscrits au 31 août. On va attendre que ELECAM nous donne le verdict le 31 août. Mais de toute façon, nous, on ne va pas attendre le 31 août, parce qu'avant, nous allons lancer, nous passons à la phase 2. Cette fois, nous allons lancer un mouvement citoyen, 11 millions de citoyens, pour non seulement se préparer à suivre les élections, les inscriptions dès janvier 2018, parce que je rappelle quand même que l'élection présidentielle aura lieu entre le 14 septembre et le 14 octobre, et que même si le corps électoral est convoqué 90 jours avant, ça nous donne autour du juin-juillet, même si c'est 100 jours avant, on est autour d'avril, même si c'est 150 jours avant, on est autour de mars, donc on aura probablement le premier trimestre, au moins le premier trimestre pour s'inscrire. Et alors, puis de toute façon, par tradition, et c'est important de le préciser, le président n'organise jamais les élections en saison sèche, il les fait toujours en saison pluvieuse, allez savoir pourquoi, donc il nous laissera au moins la saison sèche pour s'inscrire. 11 millions d'inscrits, là vous annoncez 11 millions de citoyens, peut-être que vous finirez par un parti politique créé. Ben écoutez, je viens de vous dire que j'entre en politique, je l'ai déjà dit. Nous entrons, parce que là j'avais parlé de moi, aujourd'hui j'ai autour de moi, et c'est l'occasion de les remercier, une équipe très dynamique de jeunes qui se recrutent dans toutes les couches de la société. Des volontaires. Des fonctionnaires, c'est des avocats, c'est des opérateurs essentiellement économiques. Des volontaires qui ont créé au discours de C'est des Cabral. bénévoles, oui, mais c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous savez, quand vous voyez des jeunes... Vraiment du macronisme, hein? Quand vous voyez, en fait, je vous le concède, quand vous voyez des jeunes qui cotisent de leur argent pour se faire floquer des t-shirts, qui cotisent de leur argent pour louer des tentes, parce que parfois, quand ils vont vers l'ELECAM, l'ELECAM leur dit, nous on n'a pas une tente. Parfois, ces jeunes louent la tente, louent même parfois le groupe électrogène. Je l'ai vécu récemment encore en Kouaban, à Yaoundé. Ils ont même loué un groupe électrogène. Je suis parfois moi-même le premier à me demander, mais en fait, à me dire, je m'étais moi-même trompé. En fait, on n'a passé le temps à penser que la jeunesse camerounaise était tellement versée dans la vénalité qu'elle avait perdu son âme citoyenne. Alors, hypothèse d'école. Si l'objectif est atteint, que faites-vous? Sinon, que faites-vous? Mais je vous dis encore que nous aurons un projet de société. Nous entrons en politique. Nous irons à toutes les élections l'an prochain. Les municipales, les sénatoriales, les députés, la présidentielle. Notre projet de société sera en concurrence à toutes les élections. En d'autres termes, Cabral est candidat pour la présidentielle 2018. Je ne l'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Notamment, j'ai vécu ça de plein fouet au nord. Vous savez, là-bas, les difficultés sont telles que l'élite a échoué et que les jeunes, beaucoup de jeunes,
certains d'ailleurs sortant des appareils séculaires, parce que vous verrez, si vous voyez les photos, parfois les jeunes avec lesquels je suis dans l'opération, c'est parfois des responsables des sections de l'UNDP, du RDPC, du SDF, ainsi de suite, parce que c'est un mouvement citoyen, et Dieu merci, il y a une nouvelle génération qui en a un peu marre des appareils séculaires et qui veut faire la politique autrement. Mais il y a aussi, vous savez, je croise deux catégories de personnes. Je croise parfois des mamans, des papas qui me disent « Mon fils, j'ai voté pour la dernière fois sous Aïdjo. Pour certains, la dernière fois, en 92, tu nous as redonné envie de voter. On va voter, mais on espère que tu seras candidat. » Il y en a même qui me disent « On ne va s'inscrire que si tu annonces ta candidature. » Et je leur réponds, l'annonce d'une candidature à la présidentielle, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste. L'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Parce que c'est une charge sérieuse. Il y a une préparation. Et la première commence par l'électorat. Il faut un électorat. Il faut que je vous propose des idées. Il y a un certain nombre de préalables qu'il faut satisfaire et sur lesquels nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, je vous dis aussi, et je le redis encore, que moi je suis favorable à une coalition consensuelle. Une candidature unique. Je suis favorable à une candidature consensuelle. Je suis aussi ceux qui pensent que nous devons... ceux qui se réclament l'opposition, nous devons nous départir. Par quel mécanisme? Pas seulement. Vous allez découvrir des choses. Hein. Le moment vient. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés. Tout ça se joue dans un an. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et vous allez les découvrir. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aussi se départir des égoïsmes. Le champ politique camerounais est rempli de personnes qui chacun ont rencontré Dieu dans la nuit et Dieu leur a dit à l'oreille, tu es le prochain président. Alors, chacun pense qu'il faut faire de la politique spectacle. On peut toujours prendre les gens dans son village et puis appeler STV et montrer qu'on est très populaire alors que parfois la moitié n'est pas inscrite. C'est-à-dire, revenons à des choses simples. Je me bats depuis des jours à dire des mois à dire aux hommes politiques, avant d'aller demander aux citoyens de nous voter ou de vous voter, allons déjà ensemble leur demander de s'inscrire. On aura déjà renvoyé l'image des gens qui peuvent se mettre ensemble et dépasser leurs égoïsmes. Et c'est l'occasion de rendre hommage au professeur Nkumvondo du parti Univers. Il est enseignant à l'université de Ngaoundéré, d'ailleurs, vous le connaissez très bien, il est souvent venu, il est d'ailleurs passé ici. Lui, en Ngaoundéré, vous avez vu les images, d'ailleurs STV a fait un reportage là-dessus. Lui, il m'a dit, Cabral, moi, j'ai un parti qui peut même investir à l'élection présidentielle. Moi, je ne serai même pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, si toi, tu veux même, il y a déjà mon parti. Mais au-delà, avant d'être un homme politique, je suis citoyen. Et l'opération que tu as lancée est d'abord une opération citoyenne. C'est pour ça qu'on a fait l'excellent travail que vous avez vu dans le Mbéré, à Menganga, ensuite en Ngaoundéré, à Mbé, ça c'est dans la Damawa. Et le travail qui est en train de se faire sur le terrain, je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Donc, la candidature, chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, M. Dipita Tongo, c'est une question que je pose souvent aux jeunes. Je leur dis, quel est le président qui peut gouverner sans parlement, sans conseils municipaux? Et je rappelle que l'an prochain, à moins que les législatives soient prorogées, parce que seules les législatives peuvent être prorogées, elles devraient se tenir avant la présidentielle. Et je lance un appel aux jeunes. Je leur dis, inscrivez-vous massivement, mais au-delà. Sachez que quand vous avez 23 ans, vous pouvez être député. Quand vous avez 23 ans, vous pouvez être maire. Quand vous avez 40 ans, vous pouvez être sénateur. Et que c'est l'électorat qui fera de vous député, sénateur ou maire. Ne tombez pas dans le piège qui veut qu'on soit d'abord ministre ou ancien ministre, ou alors ayant eu le bénéfice du décret, où qu'on ait des milliards pour être élu. Je dis aux jeunes, allez à l'assaut du Parlement, allez à l'assaut des conseils municipaux. La présidentielle. D'ici 2018, évidemment, on verra les effets de cet appel. Vous l'avez dit, tout compte fait, qu'il soit inscrit ou pas, vous portez votre projet, votre programme et vous serez Ils sont en train de s'inscrire. Je les remercie d'avoir écouté l'appel. Ils sont nombreux, M. Dipita. Vous serez candidat. Il faut aller sur le terrain pour voir ça. Ils sont des centaines chaque jour à s'inscrire. Rapprochons-nous davantage de l'actualité, puisque là on a fini avec les inscriptions. Parlons des questions qui concernent le Cameroun. Et la forte actualité récente, effectivement, c'est autour de la crise anglophone, ou pour être plus précis, parce qu'on va aller relativement vite maintenant, il y a 2 ou 3 autres questions à poser avant le dernier quart d'heure. On a pu voir qu'à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, que des ambassades camerounaises ont été attaquées. Vous avez vécu ça également? Oui, évidemment.
Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les revendications de départ, l'approche en termes de réponse apportée par le gouvernement, notamment sur les questions sectorielles, et également le volet politique. Est-ce que, de votre point de vue, nous sommes en train de sortir de la crise ou on s'enterre davantage? Est-ce que le dialogue est véritablement établi pour crever l'abcès et apporter les solutions justes aux questions pertinentes et fondamentales posées par nos frères du Nord et du Sud-Ouest? La crise s'exacerbe. D'ailleurs, j'ai été ému de voir le président de la République prendre des engagements fermes sur des événements sportifs. Et je me suis dit, en le regardant, il aurait dû tenir un tel langage sur la crise anglophone. Il aurait dû dire, je prends l'engagement qu'il y aura une rentrée scolaire en zone anglophone le jour dit. Tout comme je me serais attendu à ce qu'il tienne un tel langage après l'accident de train des ECA. Mais bon, c'est un choix. Souvent, sur des choses comme celle-là, le football, on peut prendre des engagements. C'est un choix présidentiel. Il faut faire une distinction. Parce que la crise anglophone a une double déclinaison. Il y a la déclinaison sécessionniste qui ne date pas d'aujourd'hui. Et la déclinaison fédéraliste qui, elle non plus, ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle qu'un parti comme le SDF a toujours prôné le fédéralisme. Ceux qui ont brûlé les drapeaux, c'est absolument condamnable comme acte. C'est regrettable, c'est totalement répréhensible et c'est avec la dernière fermeté que je condamne cela. Mais je précise que ce ne sont pas ceux qui demandent le fédéralisme qui ont brûlé le drapeau. Ce sont les sécessionnistes. Et eux, ils n'ont pas attendu cette crise pour brûler le drapeau. Ils l'ont déjà fait par le passé. Aujourd'hui, ça a un relief particulier parce que nous sommes en crise anglophone. Parce que ceux qui demandent le fédéralisme ne peuvent pas brûler le drapeau. Parce qu'ils n'ont pas demandé un autre drapeau. C'est bien sous le drapeau vert ou jaune qu'ils veulent rester. Mais dans une déclinaison fédéraliste. Donc, je ne peux en aucun cas soutenir ceux qui brûlent le drapeau. Tout comme je sais que les leaders du consortium, par exemple, qui ont mené le combat et qui continuent à le mener pour le fédéralisme, ne peuvent pas brûler un drapeau. D'ailleurs, parce que quand on veut un État fédéral, on sera à côté des autres États. On sera une entité fédérée à côté de l'autre entité fédérée, dont on aura le même drapeau. D'ailleurs, moi, je trouve même d'ailleurs un peu, ça c'est pour rire, ceux qui brûlent le drapeau du Cameroun en brandissant un autre drapeau. Supposons même qu'un État différent se crée en zone anglophone. Mais quand ils auront fini de brûler le drapeau de l'État voisin, quand leur État sera né, quel type de rapport diplomatique entretiendront-ils avec un État voisin, avec l'histoire qu'il y a, alors qu'ils auront brûlé le drapeau? Non, c'est des actes totalement inconséquents. Il faut les condamner et les regretter. En revanche, la question anglophone, tout le monde connaît la solution. C'est laquelle? Elle est politique. Nous n'avons pas encore tiré les conséquences de la condescendance avec laquelle nous avons abordé cette question. Chaque fois que vous parlez de la crise anglophone, il faut se rappeler que lorsque le 4 mars 1916, Dobell et Emmerich, l'un était général anglais, l'autre général français, se partagent le butin arraché aux Allemands, qui était le Cameroun avec à l'époque. Nous, on n'était pas là. On n'avait pas été consultés. Eux seuls savent pourquoi la France a pris les 4/5e et l'Angleterre s'est contentée de 53 000 km² sur les 450 000 de l'époque et de 53 km de côte seulement. Ça, on n'était pas là. Mais il y a quand même que de 61 à 72, cet État dans lequel nous sommes a été un État fédéral. Pour un État qui n'est indépendant que depuis 60, 11 ans sur 60 ans d'existence d'indépendance, c'est quand même à peu près 20% de la durée d'existence de cet État. Ce n'est pas rien. Des personnes qui ont vécu sous le fédéralisme, qui en sont sortis avec joie, parce qu'ils voulaient s'intégrer avec les autres, et qui, 49 ans plus tard, ont le sentiment
qu'ils étaient mieux quand ils étaient sous le fédéralisme, vous ne pouvez pas leur faire le reproche de revendiquer ce fédéralisme. Moi, à titre personnel, je ne suis pas opposé à l'idée de fédéralisme. Mais je suggère un fédéralisme, si on veut, à plusieurs États. Et moi, ce fédéralisme-là, je le loge à mi-chemin entre l'État décentralisé et l'État fédéral. C'est le régionalisme. Lorsque nous allons publier notre projet de société, on en reparlera certainement, peut-être si vous m'inviterez. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plusieurs régions qui jouissent d'une réelle autonomie et qui jouissent même de réelles attributions normatives et législatives. Il faut aujourd'hui que les conseils régionaux... Vous savez, chaque fois que j'ai lu la Constitution, je me suis toujours dit, le législateur en 1996 a eu l'intuition régionaliste, mais a écrit décentralisation. C'est pour ça, parce qu'on peut faire un État décentralisé sans région. En créant les régions, en fait, c'était l'intuition régionaliste. Sauf que ni la décentralisation qu'on a écrite, on l'a appliquée, parce que si même cette décentralisation, mais ça on l'a déjà suffisamment dit, avait été appliquée, on n'aurait pas de problème. On aurait moins de problèmes aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut discuter avec la partie anglophone, ce sont nos compatriotes, et je pense que la question du fédéralisme doit être abordée. Moi, je propose, et je proposerai, moi et ceux qui m'accompagnent, le régionalisme qui est à mi-chemin, je l'ai dit, entre l'État décentralisé et l'État fédéral. Ça a pratiquement beaucoup de prédicats de l'État fédéral en termes d'autonomie, en termes de transfert de compétences, mais c'est principalement cette autonomie-là qui est assez poussée. C'est le cas espagnol, on ne va pas inventer la roue, hein. C'est le cas espagnol, le cas italien et autres, des États régionalistes. C'est le cas entre autres conditions posées pour toute ouverture, conditions préalables, hein, pour toute ouverture de l'échange, de discussion, c'est 3 mois primordial, la libération des leaders incarcérés, notamment ceux du consortium, la démilitarisation de la zone, nord-ouest et sud-ouest, et éventuellement le fédéralisme qui est sur la table. Moi, je suis absolument d'accord, parce que la crise, elle est exacerbée aujourd'hui, et on le sait tous, l'une des voies de décrispation de cette crise-là, c'est la libération des personnes arrêtées. Je suis absolument de cet avis-là. Une fois que je l'ai dit, je ne sais pas s'il faut en dire davantage. Sauf que, là encore, je veux faire un distinguo. Il y a 2 catégories de personnes qui sont arrêtées. Il y a ceux qui ont été arrêtés pour rien. Je le maintiens et je le dis, pour rien. C'est-à-dire, la preuve jusqu'aujourd'hui, on ne vous a toujours pas dit la seule charge qui est retenue contre eux. Vous savez, on est quand même en matière infractionnelle, pénale. Vous parlez d'Ayapol, de BBC. Ils sont nombreux, notamment les leaders du consortium, arrêtés sur la base des soupçons et des cancans. Mais pas d'éléments matériels jusqu'ici. C'est vrai, la procédure juridique militaire dispense le délégué, le commissaire du gouvernement d'apporter les preuves matérielles. C'est ça la particularité du procès militaire, ce qui est d'ailleurs, dans un état de droit, une insuffisance criarde. Mais on se réfugie derrière ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a vite redirigés vers le tribunal militaire. Mais c'est bien de dire que quelqu'un a posé un acte sécessionniste, un acte révolutionnaire, mais apporter les éléments matériels, ne serait-ce qu'une déclaration qu'il a faite. Il y a maintenant de l'autre côté des personnes qui, elles, ont posé des actes absolument répréhensibles. Il y en a qui ont brûlé les drapeaux dans la colère, il y en a qui ont brûlé des édifices, il y en a qui ont porté atteinte physiquement à des gens. Ceux-là, en principe, doivent être jugés. Si on les libère, qu'il soit dit qu'ils sont libérés dans le cadre de la générosité républicaine et dans la seule optique de décrispation de l'atmosphère sociopolitique, et que ce soit assorti d'engagement de leur part de ne plus poser de tels actes répréhensibles. Quant aux autres, il faut aussi qu'on reconnaisse qu'on les aura arrêtés pour rien et qu'on leur demande pardon pour les avoir arrêtés, pour qu'ils ne poursuivent pas l'État du Cameroun pour les dommages ou pour les préjudices encourus. Vous avez de façon subtile évoqué un point, les droits de l'homme. Et tout récemment, Amnesty International, l'ONG américaine, a indexé l'armée camerounaise, notamment les éléments du bataillon d'intervention rapide, qui lutte contre Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Dans le récent rapport, ils ont été, je l'ai dit, indexés. Il leur est reproché d'avoir violé les droits de l'homme, notamment vis-à-vis des attaques de Boko Haram, les terroristes. Ce qui a provoqué un tollé. Alors, au Cameroun. Moi, en lisant et en écoutant les réactions qu'il y a eu suite à ce rapport, ça m'a fait penser à un ouvrage de Samuel Ebois qui avait été publié en 1996, d'Aïdjo Abia, Le changement au Cameroun. Et au chapitre 14, sur les 18 que compte l'ouvrage, le titre, c'est Le renouveau des malheurs.
Et en fait, il raconte l'histoire du 6 avril et il raconte comment on s'est créé le complot au Cameroun. C'est-à-dire que on est dans un pays maintenant où moins de choses, c'est le complot contre Paul Biya, c'est le complot contre la République. Et vous trouvez plein de gens qui se laissent embarquer dans cette affaire-là. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire au ministre de la Communication, Issa Chiroma, que chaque fois que le groupe de travail des droits de l'homme des Nations Unies disait qu'un procès était non équitable au Cameroun, il montait au créneau pour dire complot. Mais il me semble quand même que depuis quelques semaines sur l'affaire Fotso, le groupe de travail des droits de l'homme a dit que Fotso était effectivement un délinquant. J'attends toujours que le ministre de la Communication monte au créneau pour dire que non, là ce n'est plus le complot, c'est du bon droit. Non. Amnesty International est une association qui est créée en 1961, c'est-à-dire presque au même moment que l'État du Cameroun. Quand il publie les rapports, il ne publie pas le rapport sur un État. Amnesty publie toujours ses rapports le même jour sur environ 150 États. Donc, qu'on veuille, moi j'ai lu, et le réflexe que j'ai, c'est que je lis toujours les autres rapports, au moins quelques pays. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'Amnesty International utilise des images satellites pour d'autres pays. Amnesty International fait recours aux 3D, aux images 3D pour d'autres pays. Amnesty International, la sortie du gouvernement est démesurée. Je pense et même à la limite incompréhensible. Bon, ils ont leur raison. J'ai écouté le colonel Badjek là-dessus. Ils ont leur raison. Mais je pense que lorsqu'un rapport d'Amnesty International est rendu, que d'organiser une grosse tempête dans un verre d'eau ici au pays, parce que de toute façon, Amnesty est loin au-dessus de ce type de tempête, bon, peut-être ça peut profiter aux uns aux autres. Je pense qu'il faut plutôt s'arrêter et parfois faire amende honorable. Moi, je vous l'ai dit, je reviens de l'extrême nord. C'est pas parce que les gens ne parlent pas toujours. Notre armée qu'il faut saluer. Vraiment, et c'est l'occasion de saluer le travail qui est fait. Et d'ailleurs, je suis le premier à dire que je m'interroge toujours sur le statut réservé au Cameroun, aux militaires rentrés du front et surtout aux veuves et aux orphelins des militaires tombés au front. Je n'ai pas le sentiment que le statut de pupille de la nation leur est véritablement profitable, comme j'ai pu le voir aux États-Unis, tiens, où j'étais. Et je dis que cette armée qu'il faut saluer, pour laquelle il faut d'ailleurs plaider aussi pour qu'ils aient de meilleures conditions de travail. Bon, mais ça c'est un peu délicat parce que j'ai des échanges là-dessus qui sont un peu plus compliqués, mais on y reviendra. Reconnaissons aussi que pour une armée qui faisait face à un nouveau type de conflit, il y a eu à un moment beaucoup d'exactions. Le dire, c'est pas faire offense au patriotisme, c'est rappeler que lorsque notre armée, qui a pour mission de nous protéger, doit justement mener des actions pour nous protéger, il faut éviter d'amalgamer. Et que finalement, en voulant protéger des citoyens, qu'on accable des personnes qu'on doit protéger. Et surtout, c'est une guerre asymétrique, on a en face des gens qui sont tapis partout, qui s'infiltrent partout. Il faut être vigilant. Et moi, je me serais attendu des pouvoirs publics qu'elles manifestent vis-à-vis de ce rapport un peu plus de modération, en y tirant ce qui peut être tiré comme enseignement. Nous avons encore 5 minutes. Je vous prendrai un mot sur l'université camerounaise. Vous en êtes l'un des acteurs. Et sur l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Commençons peut-être par l'université. Vraiment un mot. Je ne sais pas pourquoi vous m'interrogez sur... Simplement parce que j'ai pu parcourir tout à l'heure, du moins en préparant cette émission, le classement des universités. Je cherchais l'université de Yaoundé 2 soirs dans ce classement africain des universités. J'ai vu qu'en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont pratiquement les 20 premières places. L'Afrique du Sud, seule l'Égypte sont dans les 10 premières places. Et dans les 100 premiers pays, peut-être plus, j'ai vu aucune université camerounaise. Alors je me suis dit, mais avec tout l'armada d'intellectuels qu'on a dans ce pays, toutes les formations qu'on dispense, mais où est l'université camerounaise? L'université camerounaise, il faut la refonder. Je ne suis pas le premier à le dire. Je parlais du professeur Tabimanga tout à l'heure, il a écrit là-dessus, sur l'université de 3e génération. Le professeur Dominique Vogo, qui est un haut responsable, il a été au MINUSUP, a publié un excellent ouvrage il y a 3 ans, intitulé « De la refondation de l'université camerounaise ». Notre université a connu des étapes. L'université fédérale, créée en juillet 62, qui avait pour mission de pourvoir l'État en fonctionnaires et autres, a changé de visage en 72, puis en 77 avec la création des centres universitaires, et puis d'ailleurs jusqu'en 82 qui est la dernière année où s'est tenu le Conseil supérieur, le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le président Aïdjo était encore président. Malheureusement,
un autre conseil ne s'est pas tenu jusqu'ici. Et puis, sous l'instigation de la déclaration du 11 février 2005 des chefs d'État de la CEMAC, on a migré vers le LMD de façon précipitée parce que ça pouvait donner quelque chose. Et ça n'a pas mordu jusqu'à présent. Non, je pense que l'université camerounaise, il faut véritablement la refonder. Il faut revoir le statut de l'enseignant. C'est vrai, il y a des choses qui ont été faites pour l'enseignant, notamment le compte d'affectation spéciale et autres, mais c'était suffisant. L'université est dans l'indigence. Bref, il faut il y a une question, il y a des dérives qui sont réelles. On y reviendra dans notre projet de société. Au-delà de des la dérives réforme, administratives, des dérives idéologiques, et puis la question de gouvernance. Dites-moi, M. Dipita Tongo, qu'est-ce qui peut justifier qu'une université s'achète tous les 3 ou 4 ans des véhicules pour ses administrations de l'ordre parfois de 300 à 400 millions, alors que dans la bibliothèque, l'ouvrage le plus récent date d'il y a 30 ans. Bon, évidemment, j'exagère un peu, mais avec seulement le tiers de cet argent, on pourrait installer Internet dans les campus. Je vous réponds en vous arrachant un mot sur la CAN 2019. Ben écoutez, moi je suis très amusé. Ce qui me dérange un peu maintenant, c'est que j'apprends qu'on veut proroger les élections législatives parce qu'on va organiser une CAN. En fait, je ne sais pas dans quel pays au monde on peut repousser des échéances électorales parce qu'on fait une CAN. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai été très ému et amusé de voir le président dire fermement la CAN aura lieu le jour dit. Ben écoutez, il y a encore eu complot, appel au complot, cri d'orfraie, complot de Ahmad Ahmad. Mais on devrait plutôt remercier Ahmad Ahmad. Non seulement il a changé, et je suis d'accord qu'il y a eu changement de règles en cours de route, pour parler prosaïquement, mais les règles n'ont pas seulement changé pour passer de 16 à 24. C'est aussi parti de janvier à juillet. Dites-moi un peu, vous pouvez vraiment faire cette canne-là en janvier? Pour finir. Mais j'apprends qu'on est en train de fabriquer des stades ailleurs et qu'on va les transporter par une montgolfière et qu'on va venir les poser. Pas des bateaux. J'espère aussi que les montgolfières vont transporter les premiers bateaux sont déjà arrivés. Ah, c'est les bateaux, c'est pas les montgolfières. Bon, ok, qu'ils transportent aussi les hôpitaux. Alors je finis par là. Les hôpitaux et des routes. À ce jour, quels sont vos rapports avec Mathias Sériko Rangini? Oh, d'excellents rapports. Mathias fait partie des aînés que je respecte au plus haut point et je vais vous dire pourquoi. Malheureusement, à la faveur du fameux colloque, et d'ailleurs j'étais monté au créneau pour le défendre, ça m'a valu ce que ça m'a valu. J'ai vu des gens dire tout et n'importe quoi sur Mathias Sériko Rangini. Quand je dis que j'ai un profond respect pour Mathias, d'abord il a été mon enseignant en 3e année, grand problème politique contemporain. Je rencontrais un enseignant mais jeune, pétillant d'intelligence, mais ce monsieur est courageux. Je cherche toujours dans le paysage camerounais le fils d'un ancien ministre d'État, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, secrétaire général de la présidence de la République, tout ce qu'on veut, qui a à un moment, au péril de sa carrière, au péril de sa vie, affiché la force de conviction qui a été la sienne. Moi, je lui suis reconnaissant. Je ne cesserai jamais de le dire. Grâce à lui, des vocations sont nées. Et pour moi, des gens comme Mathias Sériko Rangini, un jour, recevront ce qu'ils méritent véritablement. Je vais terminer en vous rassurant, je ne suis pas votre cible. Je suis porteur de ma carte d'électeur. Donc, allez plaider, si vous avez votre carte d'électeur, allez porter votre discours peut-être chez le voisin. Vous méritez donc un cadeau. Permettez que je vous le donne. Je suis juste porteur. Parce que l'équipe... dans ma position professionnelle, bon, c'est des cadeaux pas compromettants, je vais les donner publiquement. Vous comprendrez que... c'est 2 t-shirts. L'équipe du littoral de l'opération 11 millions d'inscrits m'a chargé. Vous voulez m'en faire, vous voulez faire de moi voilà. un RP? Ils vous ont... Non, c'est des t-shirts. C'est juste floqué dessus. Objectif. 11 millions d'inscrits. 11 millions d'inscrits. Et derrière, c'est floqué également. Ton vote compte. Ce sont des t-shirts. Je pense d'ailleurs il y en a qui les vendent. Dans tous les cas, ça fait la... Ce n'est pas un cadeau personnalisé. Je le remettrai à qui de droit au sein de STV, qui saura ce qu'il aurait. Bon, il y en a 2, donc vous pourrez en garder un pour vous. Je vous le donne officiellement. Merci au nom de la maison. Voilà. J'espère que les téléspectateurs auront appris, auront davantage découvert qui est Cabral Libye. Et dans un avenir proche, vous l'avez dit, peut-être on découvrira mieux votre programme, votre projet et pourquoi pas vos ambitions définitives, vos soutiens. Et peut-être mon destin. Et votre destin aussi. Vous savez, je pourrais bien être président en 2018, ne sait-on jamais. Ou autre chose. C'est le mal que je pourrais vous souhaiter ce soir. Et je vous remercie d'être venu. Écoutez, sur la simple demande que je vous ai adressée.
il était intéressant, il était important pour nous quand même, pour l'intérêt du public, d'éclairer un certain nombre de questions qui se posaient. Oui, c'était important que les gens en sachent davantage. Et moi, j'en profite encore pour dire à mes téléspectateurs, à vos téléspectateurs et à mes compatriotes, ça s'arrête le 31 août pour l'année en cours. Ruez-vous vers les antennes et les camions. Il y en a 360 sur tout l'étendue du territoire. Dans chaque arrondissement, il y en a un. Bonsoir, il y a Cabral. des équipes itinérantes. Et bon retour sur Yaoundé. Bonsoir et bon retour sur Yaoundé. Madame, monsieur, merci également d'avoir suivi cette autre édition de Entretien avec. Ce soir, on est avec Cabral Liby, l'initiateur ou le promoteur de la campagne 11 millions d'inscrits avant le 31 août 2017 en vue des élections de l'année prochaine. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec. STV, your TV.